présentation introductive intitulée Développement des sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et mathématiques dans le système d'enseignement, formation et de recherche du secteur éducatif au Sénégal. La présentation va se composer en 3 parties. D'abord une petite introduction, ensuite un genre de présentation du contexte qui donne un peu les déterminants qui font qu'on a besoin des sciences et de la technique pour passer à l'industrialisation. Et en fait, un dernier point, le panorama du système éducatif sénégalais avec la place des STEM. Les STEM, c'est donc les sciences des technologies et sciences de l'ingénieur et mathématiques. Sans tarder donc, au niveau de l'introduction, je vais paraphraser un peu mon ami Ben ce matin en insistant sur le fait qu'au Sénégal, nous avons un problème de pertinence du système d'enseignement, du système d'enseignement supérieur, qui est manifesté par le fait qu'on a un chômage des diplômés. C'est un fait réel. On a un chômage des diplômés. Et à quoi est dû ce chômage? C'est une des problématiques. Et il apparaît que ce chômage est dû au fait qu'on a les étudiants qui sortent ne trouvent pas de travail. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'offre de travail ou est-ce qu'il n'y a pas de qualification requise? On a les deux. Hein. Je pense que ce n'est pas totalement noir ni totalement blanc. On a donc une sorte de panachage. Parce que quand on verra que par la suite également, le tissu industriel n'est pas si développé que ça. Et que donc il y a un problème de débouché également. Mais en insistant sur le fait que donc, au niveau du système éducatif, on a quand même un problème de pertinence lié au fait que nous manquons d'étudiants formés dans le domaine des sciences, techniques et ingénierie. Ensuite, il y a le manque d'équilibre au niveau des formations. On a soit des formations de très longue durée avec des spécialistes qui ont Bac plus 5, Bac plus 8, etc. Et très peu au niveau des formations de courte durée où on a des gens qui sont tout de suite utilisables par le système. C'est en fait un des gaps également qui se pose. Il y a déjà le manque de qualification dans les domaines des STEM, mais également il y a le manque de cadres intermédiaires et moyens. Ensuite, on a des liens qui sont relativement faibles entre les établissements d'enseignement supérieur et les secteurs productifs. Ça, on verra que, comme j'ai dit toujours, il y a des nuances à voir de temps en temps. Parce que ça, c'est un constat global, mais dans ce constat global, il y a quand même des îlots où il y a des atteintes qui sont, des tentatives qui sont faites et qui réussissent. Donc, si vous voulez, le manque d'étudiants dans les filières scientifiques donc, est préoccupant pour nos entreprises et notre compétitivité au plan international, car les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques sont des facteurs essentiels de création de richesses, de compétitivité, d'amélioration des gains de productivité des entreprises et du mieux-être. Donc, les scientifiques sont attendus dans l'industrie comme dans les services pour leur aptitude et leur savoir et savoir-faire. Un deuxième élément introductif, c'est que donc on a l'option du gouvernement du Sénégal qui est d'imprimer une forte orientation des jeunes. Donc, à partir du constat précédent, les autorités sénégalaises se sont rendues compte quand même qu'il y a un problème. Et donc, il y a une option d'orienter de plus en plus de jeunes vers les filières scientifiques et technologiques. Et cette option, comme on l'a rappelé tantôt, est affirmée dans plusieurs instruments de planification nationale. D'abord, il y a le plan Sénégal émergent, il y a la lettre de politique sectorielle, il y a le plan de développement stratégique de la formation professionnelle et technique, la lettre de politique sectorielle du développement de l'industrie, la politique et stratégie industrialisation du Sénégal 2021-2035, reproduit en 2021, comme l'a rappelé tantôt le secrétaire général du ministère des PMI.
Et il y a le plan stratégique décennal pour la recherche et l'innovation qui est en cours d'élaboration par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Donc tous ces éléments font donc qu'il y a une volonté de pallier à ce déficit. Et qu'il y a donc de nombreux défis à relever. Et donc c'est pour contribuer à relever ces défis que notre académie a pris l'initiative de produire un document qui est intitulé « Rapport d'analyse de l'état et des perspectives des autres formations post-bac, techniques et professionnelles et aux professionnels au métier des STEM dans l'industrie ». Ce document a été préparé par le professeur Ousseynou Dia, sur lequel je reviendrai à la fin de ma présentation. Ce document donc invite à réfléchir aux instruments les mieux adaptés pour donner au STEM et à la formation professionnelle et technique toute leur portée dans notre système éducatif en particulier. C'est donc un des inputs pour ce forum. Ce document, nous voulons vraiment que ça soit matière à réflexion pour ce forum et qui nous permettra d'élaborer avec la participation de tout le monde. Quels sont les déterminants qui justifient la nécessité de promouvoir donc, les STEM pour une industrialisation? Comme on l'a dit tantôt, il y a la perspective d'émergence économique, avec donc, le plan Sénégal. On a donc l'ancrage de la nouvelle politique de développement des STEM, qui est prescrite par le gouvernement. Il y a la disponibilité de ressources humaines qualifiées, aptes à garantir la compétitivité de l'économie nationale dans un contexte de mobilisation générale. Globalement, on se targue toujours d'avoir de dire que le Sénégal, quand même, n'avait pas de pétrole à l'époque, mais a des ressources humaines de qualité. Maintenant, si ajoute maintenant que nous avons pétrole et gaz, je pense qu'on peut être optimiste. Il y a les possibilités d'accès à la formation dans le domaine des STEC pour les citoyens d'une manière générale, à tous les niveaux du système éducatif et tout au long de la vie. Donc, le rôle important de la formation continue également. Il y a le rôle primordialement des établissements d'enseignement supérieur public et privé dans un certain nombre de fonctions clés. La production de la connaissance à travers la recherche, leur transfert à l'enseignement et à la formation, leur diffusion à travers les publications, leur exploitation au bénéfice de notre société dans son ensemble, et en particulier via l'innovation. Et je pense que c'est un segment qu'occupe très bien l'académie. Le développement industriel et la croissance économique sont tributaires de la recherche qui engendre le savoir de l'enseignement, qui assure la transmission des savoir-faire et des opérationnels technologiques ou industriels qui produisent et réalisent. Et on devrait avoir un va-et-vient entre ces trois éléments de la chaîne qui sont donc créer le savoir, diffuser le savoir-faire et faire, qui enrichit la recherche et induit le progrès qui assure la survie de tout d'abord et le mieux ensemble, vivre ensemble. Le développement industriel résulte du bon fonctionnement de cette chaîne qui comprend à une extrémité donc le chercheur dans son laboratoire et à l'autre l'ingénieur sur le chantier. Et l'effort fourni pour progresser donc doit être permanent et inscrire les mesures à prendre dans la durée. Toujours dans la contextualisation, nous avons l'action en cours de réactualisation du système, donc du système et des stratégies de développement industriel. Dans ce cadre, pour l'émergence économique, donc, le combat pour la croissance et le développement durable de nos pays devient de plus en plus ardu et vital. Il devient donc urgent de s'engager dans une dynamique d'industrialisation durable pour une meilleure croissance économique. Et je pense que ce matin, le discours qu'on a entendu de M. le secrétaire général du ministère va dans ce sens. Je vais essayer, pour gagner du temps, de raccourcir, de ne pas passer à travers tous les transparents. Donc, le processus d'industrialisation est accompagné par un dispositif de promotion de la recherche et développement à travers un système intégré de recherche entreprise chargé de renforcer les institutions de promotion et de valorisation des produits agroalimentaires et de dynamisation du secteur, de favoriser la diffusion et le transfert en milieu réel des résultats de recherche et la création d'interfaces avec le secteur privé, d'impulser les activités d'expérimentation industrielle et de recherche technique ou appliquée pour une meilleure valorisation de la recherche dans les domaines de STEM, qui sont initiés par les écoles de formation d'ingénieurs et techniciens
par les universités de docteurs en génie ou en sciences et technologies et de master professionnels. Donc on a un environnement qui se met en place quand même pour pouvoir assurer la liaison recherche, développement et transmission du savoir et savoir-faire. Et la recherche-développement industriel, donc, a fait des progrès remarquables au cours des dernières années. Mais au-delà des efforts, le secteur industriel reste encore le maillon faible du système d'innovation. Comme je le disais, on a un tissu industriel qui n'est pas quand même très, très large. Il y a plusieurs raisons à cela. Je ne suis pas spécialiste, mais de toute façon, je pense que tout le monde comprend que, vu la taille de notre pays, vu la taille du marché, etc., il y a énormément de facteurs qui font que l'état de sous-développement, qui font que quand même le tissu industriel reste à organiser. L'accès au savoir et au métier des STEM, donc je reprends un peu quelques considérations sorties du CNES qui ont fait le constat, et à partir de ce constat, donc, on pense qu'il est impérieuse nécessité de la diffusion et de partage des STEM. Au moins pour deux raisons. Donc l'accessibilité de toutes les couches de la nation est une mesure promouvant, d'une part, la possibilité de choisir une carrière professionnelle dans ce domaine et assurant d'autre part la capacité à la construction d'un Sénégal émergent. Et le développement économique ne peut aller sans une population hautement qualifiée et éclairée. Donc il y a deux notions clés, notamment une éducation de la population. Et si on prend un exemple simple, quand on voit avec le développement des téléphones mobiles, que donc c'est un pays qui est quand même ouvert à la technologie et qui est ouvert à l'innovation. Et que si on y met les moyens, on peut faire des progrès à notre population et faire avancer les choses. Dans ce cadre donc, de développement des STEM, il y a deux voies. Il y a le développement de l'éducation formelle à travers donc, le système éducatif normal. Et un exemple intéressant a été l'exemple de la main à la pâte, où on apprend aux élèves à maîtriser le savoir scientifique et technique par l'apprentissage, par la pratique. Donc ça c'est un exemple. Il y a également des exemples, des initiatives pour une éducation, formation active qui sont développées au niveau des collèges et des lycées, avec dans le cadre des travaux pratiques, dans le cadre des travaux personnels encadrés, etc., etc., les clubs scientifiques, tout cela participe donc de cette approche. Et au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons également les travaux pratiques dirigés, les travaux encadrés, et surtout dans le cadre de la recherche-action, dans le cadre des masters, des doctorats, etc., etc. Il y a également une partie de développement de l'éducation informelle. Là, il s'agit donc d'acquérir des connaissances et ou savoir-faire en dehors des systèmes d'enseignement institutionnel. Et nous avons différents acteurs qui concourent selon des modalités variées. Et là, comme je le disais, donc la révolution numérique accroît de façon considérable les possibilités offertes au public et aux acteurs pour pouvoir donc créer et contribuer au développement. Et nous avons la nécessité d'instaurer un dialogue entre les STEM et la société. Et c'est donc ce que je disais tantôt, ce processus d'action de la communauté scientifique et de diverses institutions jouant le rôle d'interface entre ces dernières et la société. Et je pense que là, c'est également une des fonctions essentielles dans laquelle l'Académie s'engage. Enfin, dernier élément, c'est la qualification des ressources humaines et le profil des cadres et techniques de l'industrie. Nous sommes dans un monde vraiment de compétitivité multipolaire, et donc le cadre technique qui sort ne doit pas se cantonner uniquement à son domaine d'expertise professionnelle. Il doit être un professionnel hautement qualifié, mais également avoir des compétences en communication, de pouvoir servir d'interface et de médiateur. Tout à l'heure, on a vu la presse qui a tourné autour de nous,
Donc, ça, c'est des canaux qui permettent de pouvoir communiquer avec la société. Ensuite, développer des capacités à prendre des décisions et avoir une dimension internationale. C'est extrêmement important également de pouvoir savoir ce qui se passe à l'international, de pouvoir participer au dialogue, comme on dit, des civilisations ou des cultures dans le sens scientifique et technique. Et les programmes d'enseignement-formation donc tentent de s'adapter à cette évolution en développant à côté des disciplines spécialisées quelques-unes des nouvelles activités essentielles pour donner donc au futur cadre, en plus d'un savoir, un savoir-faire, un savoir pratique, un savoir-être, un savoir-devenir, un savoir-entreprendre et un savoir-vivre en entreprise. Tous ces éléments donc vont être caractéristiques d'une formation à la fois générale et professionnelle. C'est ce que je disais. Donc, non seulement le cadre technique doit savoir faire son travail, mais il doit également savoir rechercher l'information, l'analyser, la reformuler en y intégrant éventuellement les résultats de ses propres travaux, la communiquer oralement et par écrit en direction des différents partenaires. Et au niveau du Sénégal, donc, différentes rencontres qui se sont tenues à l'initiative des autorités ont montré donc la nécessité de faire prendre aux futurs ingénieurs, techniciens, chercheurs de l'importance de la culture générale industrielle. C'est extrêmement important. Et quand on parle de culture générale industrielle, ça va donc depuis la création de l'information à caractère scientifique, technique, économique, organisationnel, et jusqu'au niveau de la production de normes, de brevets, etc. Parce que, comme on le verra certainement au cours de ce panel, c'est un aspect très lacunaire de notre système. Et la plupart des écoles supérieures et universités ont le souci d'introduire et de développer des approches de formation dans le programme d'offres de formation. Donc, on est en train de faire des pas dans ce sens, qui sont encore timides. Là, récemment, nous avons participé avec l'ANAQ-Sup à l'évaluation des écoles doctorales, et on voit que dans ce cadre-là, il y a des efforts qui sont faits. Il y a également la notion de formation à la recherche-développement. Ce que l'on constate, c'est que jusqu'à présent, la recherche et la formation sont compartimentées. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est compartimenté, chacun étant dans son domaine, peut aller le plus loin possible. Donc c'est une chance quand même de pouvoir progresser bien dans son domaine. Mais ça a des limitations parce qu'on est cloisonné également. Donc il y a un manque de communication et il s'avère donc nécessaire de pouvoir trouver des ponts, comme qui dirait. D'une manière générale, donc, on a la recherche qui est conduite par des agents rétribués sur le budget de l'État, qui sont en poste dans 4 catégories d'établissements, les universités, les grandes écoles, des établissements à caractère public scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial, et quelques établissements publics et administratifs et de nature et missions diversifiées comme les agences. Comme je le disais, donc, on a des établissements qui sont constitués d'entités indépendantes, qui se sont forgés leur propre culture, leur statut, les règlements sont différents d'un établissement à l'autre, en particulier les statuts des personnels, etc., etc. Mais de plus en plus, on observe une interaction entre le système universitaire et les autres établissements de recherche. Si juste citer un cas, si on prend le cas par exemple de l'ISRA, de plus en plus, il y a des formations et des recherches communes entre l'ISRA et les différentes universités, soit dans le cadre de contrats entre eux ou dans le cadre de programmes de recherche multiples menés
grâce à la coopération internationale et au financement international. Globalement, donc, on a deux structures qui préparent les hommes et les femmes acteurs, des acteurs de la recherche et développement. Nous avons les structures donc, universitaires, globalement, si on veut dire, qui accueillent les bacheliers, qui accèdent sans concours et qui décernent des diplômes dont une partie donc, concerne la formation à la recherche et développement et qui donne, c'est le cas des doctorats, on le verra au niveau des écoles doctorales. Et nous avons une autre type de structure qui prend en compte une population beaucoup plus faible, qui ayant réussi à intégrer un concours, intègre des écoles généralistes ou spécialisées qui décernent donc des diplômes d'ingénieurs, de masters, professionnalisants et de docteurs également. Cette présentation schématique, car nous avons un large domaine aux frontières qui est mal défini entre les filières dans les universités, où vous avez donc une entrée sans concours et les écoles spécialisées où vous avez des concours. Cette double formation, donc docteur, ingénieur, master, conduit à des embauches tant dans les centres de recherche à statut de fonctionnaire ou rétribués en partie sur crédit public que dans l'industrie. Mais dans l'une et l'autre de ces structures, les perspectives de carrière diffèrent au moins pendant la première décennie. En matière de formation, aussi la manière dont sera résolue la réalisation de l'interdisciplinarité dans les universités et les écoles est apparue comme une des clés de l'adaptation à l'évolution mondiale de la recherche-développement. Dans les structures de recherche publique, deux partenaires jouent désormais un rôle significatif. Ce sont les industries. Comme je le disais, on a donc de plus en plus des ponts qui se font avec possibilité de commande. Vous avez également les instances régionales. Si on prend par exemple le cas de l'UMOA, qui offre des perspectives d'amélioration du système d'éducation et en insistant sur le volet recherche. Et vous avez par exemple tous les centres d'excellence qui sont mis en place dans ce cadre-là. Et ensuite, un autre phénomène important est en train de se passer, c'est la multiplication des sources de financement par la participation, avec la diversification des participants, comme je l'ai tantôt énoncé. Donc, vous avez des écoles mixtes ou des groupes de recherche mixtes qui unissent plusieurs institutions, ce qui permet des échanges au niveau, donc, d'abord au niveau individuel, mais également au niveau institutionnel, puisque de plus en plus les universités sont également organisées et leurs chercheurs sont quand même dans un cadre qui leur permet d'évoluer au sein des universités, mais également en coopération. L'analyse maintenant du secteur éducatif. Très rapidement, hein, le contexte, c'est dans le cadre des orientations, donc on a des stratégies, nouvelles stratégies qui sont définies avec comme, disons, indication phare le développement des STEM et la progression dans ce domaine. Et tout cela est assuré par ce qu'on appelle le secteur de l'enseignement technique et formation professionnelle, qui est caractérisé par sa capacité d'action concrète à travers des missions vitales, formation initiale, formation continue, insertion professionnelle, recherche appliquée à affinité industrielle et innovation, ainsi que par son impact direct sur l'économie. En effet, une main-d'œuvre bien fournie, bien formée est un facteur de production et la qualification un facteur de productivité et de performance des entreprises. Donc, de par sa position dans le système éducatif, ce dispositif, tous ordres confondus, est perçu dans sa nouvelle orientation comme un instrument qui doit offrir une réponse aux besoins de qualification professionnelle des ressources humaines du marché du travail et de l'emploi, contribuer à la compétitivité et à la performance des entreprises. Donc, ces deux composantes que sont l'enseignement technique d'une part et la formation professionnelle vont viser, au-delà de la formation générale,
pour le développement de l'individu, à faire acquérir des capacités professionnelles et des compétences à la fois théoriques et pratiques. Et le résultat recherché d'abord, et c'est donc d'abord la maîtrise des flux, qui est important, l'adéquation de l'enseignement technique et professionnel aux besoins de l'économie nationale et une allocation de ressources publiques pour une plus grande efficacité du système éducatif et de la formation. Une adéquation formation-emploi-entreprise pour créer des liens organiques entre écoles de formation, universités, entreprises. Ce nouveau contexte, donc, pour une économie émergente en 2035, nous invite à revisiter l'architecture du système éducatif national et à réactualiser à la fois la loi d'orientation de 1991 pour la prise en compte de la valorisation des expériences et surtout en éducation-formation alternative et qualifiante des jeunes adolescents. Deux préoccupations fondamentales vont être accordées pour le savoir, pour survoler le système éducatif, les formations personnelles et professionnelles, les diverses formations, donc le système éducatif en vigueur est caractérisé par deux types de formations secondaires, initiale des élèves qui se distinguent par leur visée. Le premier, dans lequel on regroupe des enseignements secondaires généraux, ne vise pas l'exercice d'une compétence professionnelle à court terme, mais la mise en place d'une culture de base qui doit permettre d'aborder avec succès les études supérieures. Le second niveau, c'est l'enseignement technique et professionnel, qui vise l'acquisition de compétences professionnelles sanctionnées par des diplômes qualifiants pour chaque branche professionnelle et qui permettent de prétendre à l'exercice d'un métier dès leur obtention. Ces qualifications peuvent s'acquérir en formation initiale, soit par alternance, soit par apprentissage. À ces deux types de formation, il convient d'ajouter la formation continue qui est pratiquée dès que l'on est actif dans une voie professionnelle. Il y a le problème des structures. Excusez-moi. Merci. J'ai perdu la temps de plus. tu le dis, hein? Un vieux enseignant. Donc l'enseignement technique et professionnel est donné le plus souvent dans des établissements scolaires et universitaires et pour une faible par apprentissage. Cet enseignement peut se situer au niveau secondaire et postsecondaire. Il comporte toujours une part importante d'enseignement général. Il conduit à un seul type d'examen qui est défini au niveau national par le ministère de tutelle, l'État ayant le monopole de l'élaboration et la délivrance des diplômes. Cet examen s'adresse donc aux jeunes et aux adultes. En matière de formation initiale, le point de vue des employeurs est pris en compte dans la définition des diplômes, en particulier lorsqu'ils ont des propositions à faire. Mais la tutelle impose parfois une politique et garde en définitive la responsabilité de la décision. De plus, l'orientation générale et la structure du système, le contenu des programmes et la régulation des flux, sauf pour l'apprentissage, relèvent exclusivement des pouvoirs publics. La réforme qui a été engagée entraîne un aménagement du modèle avec le renforcement au STEM sans la remettre fondamentalement en cause. On a donc une relance de l'apprentissage avec la nouvelle politique qui vise une relance et un développement des formations en alternance, un élargissement des diplômes et recours à la notion de compétence. Donc les diplômes professionnels sont conçus davantage pour l'acquisition par compétence, avec pour objectif donc non de recenser les connaissances acquises, mais de donner à l'étudiant la possibilité de démontrer qu'il est capable de faire, lorsqu'ils sont définis en fonction des référentiels d'emploi qui correspondent à des professions, métiers, entendus au sens large. Nous avons également l'introduction des unités capitalisables où l'appréciation des compétences ne se fait pas dans un contexte réel et les examens sont fondés sur le principe de tout ou rien qui laisse trop de place à la chance. Le passage à un système d'unités capitalisables qui fragmente les objectifs à atteindre en plusieurs étapes, préconisé comme par exemple dans les ISEP, permettra une évaluation progressive.
L'évaluation des séquences de travail avec l'extension de la formation professionnelle, les séquences de travail et entreprises deviendront obligatoires et feront l'objet d'une évaluation spécifique. C'est tout ce qui est le sens de la formation en alternance. L'homologation des titres et diplômes délivrés par d'autres institutions, le monopole de l'État avec l'ANAC sera aménagé avec la création de procédures d'homologation qui consistent à attribuer un niveau sur une grille nationale à des titres délivrés par des institutions autres que l'éducation nationale. Donc l'État n'a plus le monopole de la délivrance des diplômes. Une fois que les institutions répondent aux critères définis, leurs diplômes seront validés. Et c'est ce que nous vivons de plus en plus. La reconnaissance sur le marché du travail, donc la portabilité doit en principe être bien assurée. Le lien entre certificat et classification professionnelle est plus fort et plus systématique que pour les diplômes traditionnels du fait de l'implication des partenaires sociaux. Au niveau du supérieur, donc, on a la réforme des programmes qui s'est faite avec la LMD. Donc la réforme des programmes supérieurs a abouti partout à l'implantation de l'approche programme. Les cloisonnements disciplinaires tendent à s'ouvrir à une dynamique de formation intégrée qui ne sera plus centrée sur la discipline mais sur l'élève via un programme. La démarche à entreprendre dans chaque structure est d'arrêter des profils institutionnels de programme, de déterminer par exemple 2 ou 3 cheminements pour des étudiants inscrits à une concentration inclus dans tel cours de concentration, tel cours de compétences et tel cours d'approche obligatoire. Le tout ordonné à quelques objectifs prioritaires de formation fondamentale. Cette démarche est consolidée et considérée valable autant pour les programmes techniques et technologiques que pour les programmes universitaires. Les lacunes constatées au niveau de l'enseignement professionnel proviennent d'une vision segmentée de cet enseignement. L'imprécision dans les concepts de formation générale et de polyvalence a sans doute favorisé une telle segmentation. Or, la formation ne s'acquiert pas d'un seul coup, dans un seul cours, ni même dans un seul bloc de cours. La formation se fait à travers un programme constitué en un tout cohérent où, à partir d'assises solides, se développent des compétences qui se cumulent, s'interrelient et s'améliorent. Le dispositif national de formation professionnelle et de profession réglementée est caractérisé par 5 niveaux de qualification qui sont calés sur des diplômes. Donc, vous avez le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat ou équivalent type brevet de technicien, le brevet de technicien supérieur, les DUT, les diplômes des ICEP, les diplômes d'ingénieur d'application et de conception, diplômes de 2e cycle universitaire, licence master maintenant. Il y a également les diplômes de docteur ingénieur qui existent et les doctorats au niveau surtout des universités. Le temps. 5 minutes. Donc, au niveau des formations professionnelles techniques supérieures, on a un système d'enseignement qui se caractérise par sa diversité et l'ampleur de ses effectifs entraînant une massification, comme il se doit dans un pays en dynamique de croissance et de développement. C'est tout à fait normal qu'on massifie la connaissance, qu'on ait le plus d'écoles possible, le plus d'élèves, mais le problème c'est quelle formation leur donner. Parce que chaque élève ou chaque étudiant qui finit ses études aspire à trouver un emploi. Donc il y a un problème d'équilibre à trouver entre cette massification nécessaire et également l'emploi. Donc le système se caractérise donc à tous les niveaux. Donc l'enseignement du système supérieur rassemble des étudiants en très grand nombre. Rien que l'université de Dakar fait plus de 100 000 étudiants, hein, si je ne me trompe. Dans les structures de type, y compris certaines écoles d'ingénieurs et autres formations sélectives. En université ou d'une manière générale dans l'enseignement supérieur, nombreuses sont les formations qui relèvent directement de l'enseignement professionnel, qu'il s'agit par exemple des enseignements juridiques et des études médicales. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que, par exemple, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du droit extra, c'est vraiment des enseignements professionnels. C'est des gens qui, quand ils sortent de ces écoles-là, sont aptes à pouvoir travailler. Et souvent,
quand on parle des universités, on oublie cet aspect. Si vous prenez le cas, par exemple, de la FASTEP, de l'INSEP, de l'INSEPS, c'est des formations professionnelles qui sont faites. Et donc, ce sont bien des formations professionnelles qui ressortent propres des universités. La facette professionnelle des universités, longtemps cantonnée donc à un nombre relativement limité d'activités, maintenant tend quand même à s'épandre avec donc la généralisation du LMD et surtout l'introduction de formations de master professionnel, de licence et master professionnel. La formation, les formations par apprentissage. Les formations par apprentissage donc se développent et sont accessibles aux candidats au BTS, aux licences professionnelles et master professionnels. Le développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur est une évolution récente qui a été permise par les accords de partenariat université-entreprise. Construction de la professionnalisation, co-construction des enseignements, formation avec des entreprises. Et je pense que le cas des ISEP est très, très, très parlant. J'ai peur que je ne puisse finir dans les 5 minutes, donc je vais peut-être passer directement à la conclusion, Monsieur le Président, si vous le permettez. Il y a encore un certain nombre. Bon, en fait, toute cette partie développe l'offre de formation au niveau des universités. Globalement, avec tout le panorama, la carte universitaire rénovée, les nouvelles universités créées, avec au niveau de chaque université, des spécialisations STEM bien ancrées. Si on prend par exemple juste le cas de l'université du Sine Saloum, qui est une université spécialisée dans le domaine de l'agriculture, avec des ouvertures dans le domaine du secteur touristique, etc. Hein? C'est un peu tout le panorama. Je suis désolé. Après, il y a l'offre de formation, les diplômes, les écoles doctorales. On a un système d'écoles doctorales, 8 écoles doctorales au niveau des différentes universités, avec au niveau de chaque école doctorale un système bien adapté à la recherche-formation. Surtout, ça c'est l'aspect recherche-formation. Le doctorant est placé dans des conditions où il peut, comme on dit, aborder des sujets, travailler avec les entreprises et aider les entreprises à résoudre des problématiques. Et donc, dans ce cadre également, normalement, le docteur qui est bien préparé, qui sort, peut avoir des débouchés dans le cadre de son travail. Voilà, tout le panorama. C'était une gageure quand même de pouvoir faire le survol en une demi-heure, il faut l'avouer. Donc, en conclusion, de toute évidence, donc, on ne pourra faire progresser la croissance économique, le développement social sans exploiter massivement les ressources de savoir, toujours renouvelées, que mettent à notre disposition la recherche scientifique et technologique et l'expertise technique. Le développement industriel et la croissance économique sont tributaires de la recherche qui engendre le savoir-faire et des opérationnels technologiques ou industriels qui produisent et réalisent. Comme je le disais tantôt, donc le va-et-vient entre les éléments de la chaîne, créer le savoir, diffuser le savoir et leur faire enrichit donc et induit le progrès. Le développement industriel résulte du bon fonctionnement de cette chaîne qui comprend à une extrémité les chercheurs et ainsi de suite. La recherche-développement est indispensable à l'innovation et au transfert technologique adapté et opérationnel malgré les contraintes. L'enseignement supérieur technologique et professionnel est à réformer pour mieux l'adapter au contexte LMD et aux exigences d'un développement durable. Donc ce survol que j'ai essayé de faire nous permet de poser un certain nombre de réflexions et diverses questions sur du rôle du secteur STI sur l'industrialisation. Donc il faut donc évaluer le potentiel existant tout en faisant apparaître les besoins prioritaires et les faiblesses et lacunes à combler, dégager des idées novatrices à inclure dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement technologique et industriel, provoquer une discussion constructive entre les partenaires institutionnels concernés par le sujet, favoriser un échange entre des spécialistes pour tirer le meilleur profit d'expériences similaires déjà réalisées et pour placer le travail à engager dans un cadre qui prend en compte la mondialisation du savoir et l'internalisation des économies. L'objectif poursuivi s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'action menée par le gouvernement sur la contribution de la science au développement humain et au confortement de la paix. Le Sénégal, où la croissance économique est souvent inférieure à la croissance démographique, est directement concerné par cette action pour son émergence économique et sociale.
Voilà, monsieur le directeur, monsieur le président, mon modérateur. Je voudrais finir quand même sur cette note. Au début de mon propos, j'avais mentionné le nom du professeur Ousseynou Dia. Et je pense que donc, c'est un hommage mérité. Non. Juste, c'est pour rendre hommage à feu professeur Ousseynou Dia, qui est vraiment l'initiateur de ce forum. Et je ne peux pas l'évoquer sans émotion. Voilà.